Ah, l'hiver au Québec. La neige tombe, on se fait un chocolat chaud, les biscuits sortent du four, on s'installe dans une grosse couverte, on regarde notre catalogue de jeux qu'on n'a pas joué dans l'année, puis on se dit, ouais, c'est aujourd'hui que je fais le même jeu que j'ai fait 10 fois déjà. Bienvenue tout le monde à World One. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de World One. Aujourd'hui, étant donné qu'il nous reste encore une terrible semaine à attendre avant la sortie de Star Wars Jedi Fallen Order, j'ai décidé de revisiter un de mes classiques, un jeu que justement dans des moments hivernales comme ça où est-ce que je suis entre deux jeux ou j'attends un jeu qui va sortir bientôt. Comme je l'ai dit dans mon intro, j'ai le choix de regarder mon Shamelog ou simplement de rejouer un des jeux que j'aime rejouer en boucle, Kingdoms of Amalur Reckoning. Ce jeu-là a une histoire qui est d'un côté super positive dans le sens que le jeu a été extrêmement bien reçu de la critique, a été bien reçu des fans, des joueurs, et encore aujourd'hui est regardé comme un pilier et un exemple en termes de game design, un exemple à suivre. Du côté commercial du jeu, du côté de comment le studio a été créé, la façon que le jeu a été produit et surtout la façon que l'argent a été géré, le jeu a une terrible histoire. Donc, un peu comme l'histoire de Reckoning qui joue entre l'ombre et la lumière, le jeu lui-même se situe vraiment en plein milieu. Les critiques acclament le jeu pour son histoire, son monde, pour les mécaniques du jeu. Tout ça donne des très bons résultats. Le jeu crée un fan club qui est encore aujourd'hui très vocal, surtout avec le récent achat de la franchise par THQ Nordic. Les fans de ce jeu-là, moi inclus, sommes excités à l'idée que la franchise pourrait ressortir et renaître de ses cendres. Mais malheureusement, à ce moment-là, ça n'a pas été le cas. Ce qui est arrivé, c'est que oui, ça a créé un fanbase qui est vraiment solide, mais le public, le gros public, pour toutes sortes de raisons, a vraiment passé un petit peu sous silence, malgré le fait qu'il y avait des publicités à la TV. EA ont mis de l'argent à faire la promotion de ce jeu-là. Je veux dire, on a Ira Salvatore, un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature fantastique. On a Todd McFarlane, qui est un des créateurs qu'on aime le plus. C'est le créateur de Spawn, c'est le créateur de McFarlane Dragon. Le gars c'est faire du design. Donc, on a Ira Salvatore pour écrire l'histoire. On a Todd McFarlane pour créer le monde du jeu. On a, son nom m'échappe, mais on a un ancien grand directeur de jeux vidéo qui vient de chez BioWare, qui sait comment faire des RPG, qui sait comment faire des bonnes mécaniques de jeu. Et ça s'est montré dans le jeu. Donc, on a un Dream Team, Hate Team, appelez-les comme vous voulez. On a les Avengers du jeu vidéo qui sont là et qui ont créé un grand chef-d'œuvre, mais ça n'a pas été assez fort ou le message n'a pas passé de façon assez claire pour que le grand public soit conscient que ce jeu-là est même sur les tablettes de leur magasin. Ce jeu-là, comme je dis, vit dans la lumière parce que ses fans l'apprécient, la critique continue de référer ce jeu-là et de l'autre côté, malheureusement, le jeu est un petit peu tombé dans l'oubli. Donc, aujourd'hui, on va aller découvrir Kingdoms of Amalur Reckoning. Let's go. Alright, donc, avant qu'on embarque dans la section gameplay du jeu, que je vous montre l'introduction, juste revenir sur quelques points. Kingdom of Amalur Reckoning est sorti en 2012. C'est 38 Studios et Big Giant Games qui ont fait la production du jeu et c'est EA qui a fait la distribution. Le jeu aussi est sorti
comment dire, il est sorti entre deux modes ou du moins deux façons de faire ce style de jeu-là. C'est un jeu d'action dans un univers open world. On joue avec une caméra à la troisième personne. C'est un jeu qui est rapide, les combats sont dynamiques et le monde est énorme, il y a énormément de contenu, il y a une histoire, il y a une grande histoire qui parcourt presque le monde au complet, accompagné d'histoires pour chacune des petites régions que vous allez parcourir. Il y a deux expansions à ce jeu-là euh, qui, personnellement, si on les prend euh, à leur niveau respectif, je trouve que les expansions que Reckoning propose sont aussi intéressantes que les expansions qui ont été proposées avec The Witcher 3. Tout le monde parle des expansions de Witcher 3 comme étant des jeux en eux-mêmes, un énorme, comment dire, expansion à l'univers qu'on connaît du jeu. Je trouve que les expansions de Reckoning font le même travail avec la même qualité pour ce jeu-là. Je veux refaire l'emphase sur comment, pour moi, c'est difficile de considérer que ce jeu-là n'a pas eu un plus grand succès que qu'est-ce qu'il y a eu. Comme je le dis, d'après moi, c'est parce qu'il est sorti en deux époques. Dans le fond, il est sorti en 2012, donc 3 ans plus tard, on va avoir The Witcher qui va comme redéfinir ce que c'est d'avoir un action open world RPG. Kingdom est sorti quelques années, peut-être 2 ou 3 ans après Fable, la série Fable qui est probablement, dans le fond, tout l'accomplissement de ce que Fable et World of Warcraft ont fait un petit peu avant a culminé à Reckoning en 2012. Donc, pour revenir sur mon point, je comprends pas quand t'as cette prémisse-là et que les personnes essentielles derrière ton projet sont comme artiste pour dessiner le monde et créer l'univers de Kingdom, on a Todd McFarlane, qui est une légende de la bande dessinée, qui est un artiste incroyable, qui a des lignes de jouets à son nom, des lignes de figurines à son nom. Todd sait créer un bel univers et quand l'univers qu'il nous dessine est basé sur l'écriture, comme je l'ai dit, de Ira Salvatore, qui est un des pionniers de la littérature moderne fantastique, difficile d'avoir ça. Et là, tu ajoutes ensuite Ken Rolston, qui est un des fondateurs de la série The Elder Scrolls, donc quelqu'un qui, encore là, qui connaît comment designer un monde open world avec beaucoup de quests, beaucoup de régions à explorer. Et tu prends tous ces éléments-là, tu leur mets une belle grosse bulle musicale par Grant Kirkhope, qui tout le monde connaît Grant sans connaître Grant. On parle de la série Donkey Kong, on parle de Banjo-Kazooie. Sa liste de jeux en carrière est absolument incroyable. C'est lui qui fait la musique de jeux comme Civilization, Mario, Kingdom Rabbit, Ghostbusters. Le gars est reconnu et est reconnu pour un talent incroyable et ça se voit, la musique dans Kingdom of Amalur est sublime. Donc, pour compléter mon idée, je trouve ça vraiment déplorable que tous ces gens-là, ce talent-là ait pas pu culminer à un succès commercial pour accompagner le succès critique. Donc, on embarque dans le jeu. Ce jeu-là a une des introductions les plus, je ne vais pas dire pénibles, parce que c'est pas vrai. C'est pas nécessairement ce que je veux dire. C'est que, dans le fond, l'introduction est extrêmement linéaire. Le jeu veut pas perdre son temps. Il veut que tu prennes l'introduction, là, vraiment, ok, familiarise-toi avec le mode de jeu parce que une fois que tu vas arriver dans le World 1, on veut que tu sois prêt à affronter
whatever ce qu'on va te présenter rendu là. Donc ils ont fait un premier niveau, donc on embarque dans le jeu. We were wrong, and only now, well into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae, in a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide. What force might awaken. A force powerful enough to twist even the eternal and the mutable Fae folk. But Gadflow, the new king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen. Terrible and deadly. Gadflow and his followers, the Tuatha Deon, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflow's crystalline fortress of Amathen. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious. But the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Each Tuatha fallen on the battlefield would soon rise again, for the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged. For 10 years the armies of Men and Alfar fought and died. But as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until you died. Until you died. C'est une belle cinématique. J'aime beaucoup le cartoonish style des graphiques. C'est très... j'adore ce style-là. C'est très World of Warcraft, Fable et... Voilà, vous l'avez. Title screen. Ah. Love it. What do you think this one is then? Alpha? Garan? Could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Garan? Eyes on the job, boy. Don't matter what it is. Dead's dead. And be thankful for that. All we've seen. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Alright. Donc c'est comme ça qu'on est introduit au choix de personnage. Donc dans le fond, on est mort, on est en train de se faire traîner dans... On sait pas trop quoi, ça a l'air d'une place, ça a l'air d'une morgue fantastique où est-ce qu'on brûle les corps des soldats morts au combat. Donc on a 4 races possibles, on peut choisir entre un homme, une femme. À vrai dire, j'aime pas, pour ce jeu-là, j'aime pas dire race, c'est vraiment 4 cultures que je trouve vraiment intéressant. J'aime beaucoup jouer en tant que mage, je pense que c'est un des skills les plus OP du jeu. C'est être un mage à ce jeu, c'est broken, mais c'est le fun, c'est extrêmement dynamique. Donc, vous avez à ce jeu-là 3 choix principaux, on va les voir dans l'introduction, mais vous avez dans le fond combat, stealth et intellectuel ou magie si vous voulez. Et ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là et la raison pour laquelle j'aime revenir et rejouer ce jeu-là, c'est la façon que vous combinez les 3 vont définir comment votre personnage va progresser et ça va être quoi ses forces et ses faiblesses plus tard dans le jeu. Donc, vous pouvez décider de prendre une route seulement ou de commencer sur une route déviée vers une autre pour revenir
Et c'est vraiment, comme je vous dis, le mélange des 3 skills, des 3 styles de combat qui vont vraiment bien définir le personnage que vous allez devenir. Donc, le jeu, pour l'époque, est excellent. Vous pouvez voir, en effet, là, que il y a beaucoup de façons de faire la customisation de son personnage. Donc, on perdra pas trop de temps avec ça. C'est simple, mais c'est, selon moi, juste les bons détails que vous modifiez afin d'offrir vraiment une belle façon de créer votre personnage. On confirme le tout et Losulfar. A long way from Icebrine, too. donc Still, he's in better shape than most we see. All right then. Make sure it goes into the report. You know he'll want all the details. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. I'm just glad it's not moving. Must have been born under a lucky star, this one. Anything else we need? Unless you'd like to name him, I think we're done. Put him with the others. enter name Lorcan. J'aime bien Lorcan. Dans le fond, Lorcan était un ancien mage qui étrangement a eu surtout pour les membres de sa race, a eu un réveil de sa magie assez tardive. Donc c'est pour ça qu'on le voit sur le banc, presque vieil homme déjà. Dans le fond, il va sortir de là comme un elfe d'âge un petit peu plus avancé que les autres par rapport à ça. Donc, je suis en train de faire le backstory de mon personnage. Donc, merci d'avoir écouté mon rablabla. Let's go. Lorcan, on embarque dans ton histoire. Well, that's it for you then. Better luck next time. Yeah! Nous sommes dans le jeu. Personnellement, j'adore cette intro-là. Je trouve que c'est parfait comme intro. Ça nous expose le monde un petit peu. Ça nous dit, alright, good. Voici le méchant, voici la guerre et t'es mort. Et ensuite, on arrive comme à la mort, comme je disais tantôt. Et le fait que le character design, c'est dans le fond on va dire un des artisans, un des gnomes, un des nains qui te regarde. Puis là, il prend les détails de ton apparence. Ça, je trouve ça intéressant. La petite joke qui dit à moins que tu veuilles le nommer, il reste plus grand chose à faire. Tu nommes le personnage. Puis si vous êtes créatif, amusez-vous à prendre une petite feuille de papier puis à y écrire un backstory, pourquoi il était à la guerre puis pourquoi il est mort. Et après ça, on a le moment que j'aime le plus, c'est qu'on a un élément de mystère qui nous est présenté et boum, ils vous mettent en contrôle du personnage. Donc le fait que
le fait que, comme je vous dis, on vous voit garrocher dans le trou, et là, soudainement, boum, votre personnage se réveille, et on est dans ce qui semble être une grotte. Il y a des corps morts partout, on sait pas où est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, et on doit simplement aller de l'avant. C'est une force, et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, un petit peu la faiblesse de ce jeu-là. Parce que dans le fond, le jeu, au début, va nous mettre sur une raille, et tu peux pas rien faire d'autre que simplement suivre le chemin, aller toujours tout droit et apprendre les mécaniques du jeu. En un sens, ça rend le processus plus facile pour les gens, mais ça rend aussi ta première introduction au jeu un petit peu monotone, surtout après une introduction comme celle qu'on vient d'avoir. Donc, juste une petite critique envers le jeu, c'est probablement son introduction. Donc, du lore à ramasser, un petit peu de gold, et on avance vers le jeu. Oh, je peux interagir avec ça. Oh non, je viens de pitcher quelqu'un en feu. Donc, en l'espace de 3 interactions, le jeu vient de nous montrer que tu peux ramasser des objets qui vont être qui vont te donner une partie de l'histoire. Tu peux ramasser de l'or, et tu peux interagir avec certains éléments du décor. Et on arrive ici et il nous explique le loot system et on ramasse notre épée. Et voici le deuxième gros défaut de ce jeu-là, le menu. Le menu est vraiment, selon les standards d'aujourd'hui, quoique je vois beaucoup de jeux revenir avec un menu comme ça, mais c'est un menu qui est extrêmement statique, qui est assez difficile, pas nécessairement difficile, mais pour équiper une arme, faut que je rentre dans comme 3 menus différents juste pour aller équiper mon épée au lieu de juste avoir à aller à mon inventaire et choisir ce que je veux m'équiper. Donc, ça va devenir, surtout avec la quantité d'équipements que vous allez ramasser dans le jeu, lorsque tu peux juste comparer 2 épées l'une avec l'autre ou comparer 2 différents styles, changer d'arme puis changer l'équipement peut devenir comme peut être une source de perte de temps dans le jeu. Mais si vous êtes familier avec le style graphique de World of Warcraft et Fable, je vais faire énormément référence à ces 2 jeux-là parce que selon moi, c'est les 2 jeux desquels Reckoning se sont le plus inspirés au niveau du gameplay, au niveau de comment le jeu est construit et surtout au niveau de la structure des quêtes et de l'histoire et tout ça. Alright, première présentation au combat. Donc, tout de suite le X pour attaquer, le B ou cercle pour éviter, et éventuellement on va avoir d'autres boutons qui sont pratiques. Il n'y a pas de saut dans ce jeu-là, ce qui est très drôle aujourd'hui pour tout ce qui est un jeu d'aventure open world. Mais ouais, à l'époque on était prisonnier de la gravité, avec certains éléments du décor qui vont nous permettre plus tard de simplement comme sauter d'une plateforme à une autre ou quelque chose comme ça. Comme ils vont nous montrer ici. Donc jump down, c'est le seul moment qu'on peut vraiment sauter dans le jeu, c'est pour descendre d'une plateforme. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des combats qui sont extrêmement dynamiques. Oh, thank you. Thank you. If you hadn't come along, wait.
I've seen you before. On the slab. You were dead. It worked. By the tome, it worked. You're alive. Donc, des choix de conversation. Un peu plus tard, on va avoir à la Fable des choix positifs ou négatifs. On peut choisir d'être un héros du bien ou du mal. Classique RPG. You died. I don't know how or even where, but your body was Il y a des factions, il y a différentes factions dans le jeu avec lesquelles vous pouvez interagir plus tard. To your body, and it worked. We must get you to Professor Hughes right away. He'll have questions for you. Fait que, on rentrera pas trop, mais on peut vraiment. Le jeu fait une très belle job à vous donner des bons indices à travers les conversations. On va y aller au plus direct, mais The Tuatha are coming into the lower levels. If we hurry, we should be able to beat them to the top. Take these. They'll help keep you safe long enough to get to Hughes. Now, let's get going! He'll be in his study on the ground floor of the tower. At least, I hope he's there. And safe. Ça, c'est un élément que je trouve comique un petit peu du jeu. Je sais pas pourquoi le design a été vers ça, mais dans le fond, certaines conversations que vous allez avoir avec un personnage, vous l'avez vu, c'était l'espèce de petit rond au centre avec comme des choix de chaque côté. Puis après ça, quand tu sors de comme la conversation, après ça, tu tombes sur cette espèce de petit menu-là pour poser des questions supplémentaires ou pour avoir justement des détails sur le lore. Je trouve ça juste bizarre que le UI change. Il aurait pu juste garder la sphère puis avoir dans le fond les interactions d'un côté puis les questions de l'autre. Il me semble que c'est juste un élément de design qui clash selon moi. Mais ça fait partie des charmes du jeu. Donc on va simplement s'assurer de ramasser tout l'équipement. Donc comme je vous expliquais, la seule chose qui est une des choses qui est le plus qui est une source de perte de temps, c'est vraiment ça. Encore une fois, regardez, je dois entrer dans le menu, aller dans l'inventaire, aller dans l'armure, puis là, choisir, ok, mon chest, ok, là, je peux l'améliorer, je peux améliorer mes pantalons, puis je peux mettre les bottes. Quand tu as une liste d'items puis qu'il faut que tu descendes parce que tu veux aller voir les feats, c'est sûr que tu peux ramener le menu, mais il le fait pas par défaut. Par défaut, il va à chaque fois que tu rentres dans le menu pour la première fois, tous les menus vont être ouverts. Donc, c'est juste des fois, même chose, je veux mes consumables, c'est même pas dans mon inventaire, il faut que j'aille dans un autre menu. Même chose pour mes items, mes junk. Donc, le menu, il devient juste un petit peu, comment dire, c'est facile de se perdre dans les différentes sous-sections de menus à chaque fois que tu veux changer quelque chose à ton personnage ou regarder c'est quoi la prochaine destination que tu as à atteindre. Et boum, le Well of Soul détruit. Donc le Well of Soul, c'était, c'est la machine qui vous a ramené à la vie, qui nous a ramené à la vie. Et là, dans le fond, les Tuatha, parce que le chef a peur d'une prophétie, toujours une prophétie. C'est ça. Dans le fond, le chef a demandé la destruction du Well et dans le fond, c'est ces événements-là qui ont causé notre création et les événements qui vont arriver dans le jeu. Donc là, on essaie d'aller le plus rapidement possible rejoindre le créateur de cette machine-là.
Donc, le shield qui est dans les armor pour une raison quelconque. C'est très drôle. J'aime vraiment que ça, c'est une des choses que j'aime du combat de ce jeu-là et qui aide à la fluidité du combat. C'est que ton arme secondaire, comme ton arc ou tes dagues ou quoi que ce soit, sont attribuées à un bouton. Fait que ça permet de dodge, attaque, puis commence à se lâcher lorsque les ennemis s'approchent. Le fait que tu n'as pas besoin de viser... tu sais, comme dans le fond, mon trigger, c'est ma défense, ce qui me permet de utiliser les boutons pour manipuler mon personnage et faire les attaques que j'ai besoin de faire. Donc, c'est ce qui fait des combats de ce jeu-là quelque chose de tellement dynamique, c'est que le mapping comme tel de la manette est, selon moi, un des meilleurs dans ce style-là. Malheureusement, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Fable pour vous dire, pour être en mesure de faire un comparatif entre les deux. Mais je le sais que c'est une des raisons pour laquelle j'aime revenir jouer à Kingdom of Amalur. Là, on vient de recevoir les dagues qu'on va aller équiper, qui font partie de mes armes préférées dans ce jeu-là. Le meilleur build que je me suis fait à date, que j'ai le plus aimé jouer, c'était un genre de mage assassin. C'était More up ahead. écœurant. Sneak up on them with your daggers. You should be able to finish them quickly and quietly. Ça, c'est une source de débat. Certaines personnes aiment le stealth dans ce jeu-là. Certaines personnes l'aiment pas. Moi, je suis particulièrement un grand fan. Je trouve que c'est du stealth simple et bien réalisé. J'aime le fait qu'ils l'ont pas... Ils n'ont pas essayé de le compliquer avec des obstacles ou des choses comme ça. Dans le fond, c'est bien simple. Ils se penchent et c'est à toi à naviguer le décor pour faire sûr d'être hors de vue de l'ennemi. Notre personnage vient de réaliser qu'on avait de la magie, donc ça c'est exactement Fable. On pèse l'autre trigger et on a accès à notre cercle de magie dans le bas de l'écran à droite. Et on pèse sur le bouton de l'attaque qu'on a le goût de faire. Donc, encore une fois, ce jeu-là est vraiment optimisé pour faciliter la fluidité. Donc, on peut faire un roll, pitch la magie, revient, bloque, attaque et fait 2-3 coups à distance pour faire bonne mesure. Donc, tout ça s'enchaîne super bien. Ouf! Point fort de ce jeu-là, les caméras, comme vous avez pu le voir à un moment donné dans le combat, lorsque plusieurs ennemis se sont mis à m'entourer, la caméra a comme pull out un peu, elle a reculé pour me donner une meilleure vision de mon environnement. Et c'est des petits tricks qu'ils font dans le jeu que je trouve vraiment intéressant. Ils font aussi parfois quand vous arrivez dans des zones du jeu pour comme vous donner un petit peu une vision du layout puis des différents chemins que vous pouvez prendre. Donc à ce niveau-là, la caméra, je trouve qu'elle a vraiment le directeur qui s'est occupé de ça a vraiment fait une bonne job. La caméra est jamais vraiment dans tes jambes, à moins que tu décides de manuellement te coller à un coin de mur. Des fois, ça va arriver en combat, tu te ramasses comme un peu dans un coin, puis la caméra devient un peu funky. Is where we part ways. Take whatever you want from this armory. We might have a few things that would fit you. Just make sure you get your shoes. We can hold off the Tuatha here.
There's nothing more I can do except to stay here and slow down the Tuatha. But this is the armory, after all. Check the chests. We might have a few things that would fit you. With luck, I'll see you on the outside. Ça, c'est un autre élément que je trouve vraiment intéressant. Le fait, t'arrives dans l'introduction, il te présente un petit peu les pièces d'armure et les différents weapons des 3 différents styles. Et lorsque t'arrives dans l'armurerie, t'as vraiment un coin pour le warrior, si on veut, avec shield, épée. Vous avez le rogue, si tu veux, avec le stealth, ici les dagues, les arcs. Et vous avez le coffre pour les mages. Donc, bien entendu, étant donné que c'est un RPG, et la règle numéro 1 d'un RPG, c'est loot them all, je vais tout ramasser ça. Ça va me permettre un petit peu plus tard, probablement, de les vendre ou de les détruire pour faire d'autres matériaux. Donc, on continue l'aventure dans l'introduction. Ce que j'aime du style graphique cartoony comme ça, c'est ce feeling-là, le feeling que tout a de l'air plus gros et pas nécessairement oppressant, mais le feeling que tu as quand tu rentres dans une grande cathédrale et que tu te sens soudainement plus petit. Je trouve que le style artistique, le style graphique cartoony comme ça, fait le meilleur job à donner l'impression que tout est plus grand que nature que du photoréalistique. Point personnel. J'ai tout le temps comme Stormwind dans World of Warcraft, excusez-moi, dans World of Warcraft semble tellement énorme. Pourtant en termes sur la map, c'est gros, mais c'est pas si gros que ça, mais par l'espèce d'architecture et tout ça, tout a de l'air gigantesque, et c'est d'ailleurs un des trucs que les parcs de Disney utilisent. Ils utilisent de la fausse perspective pour vous donner l'impression que tous les édifices sont plus gros et plus hauts qu'ils le sont en réalité. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas, moi je trouve que ce style graphique-là aide à exagérer l'architecture des édifices. You've made it, and look at you, even with all you've been through. The Tuatha, your return from the dead. Please forgive me, you must be terribly confused by all of this. I am Fomerus Hughes, and this is my laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing, the Well of Souls, the pursuit of immortality. And you're my first success. If we only had the time, there's so much we might learn from one another. Too much to explain right now. The Tuatha have come to stop my work, but I don't believe they know about you. Not yet. What's important is getting you out of here safely. You're the only proof of what we've achieved here. I may not be able to save the well, but I can ensure that its only success is safe. Donc, de ce côté-ci, on peut aller poser des questions, avoir un petit peu plus de lore. On va avancer, on va leur dire de let's get out of here. I've got my notes, but it's most important that you stay safe. It's just that you're fascinating, simply astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow, yes, as I was saying, I'm not sure what. Perhaps I should go see. Sir, Mr. Hughes, the Tuatha have reached the lab. That inside the No! We've got to get you out of here now! Quickly! Follow the path to the town of Gorhart. Find Agath. He's a friend, and he may be able to help. No matter what else, stay alive!
Le personnage est vraiment, vraiment nice. Tu le rencontres pendant 2 secondes et déjà, moi, j'ai un attachement à ce personnage-là. Je veux savoir... Ah, man, c'est un scientifique qui sort une dague puis qui se met à trancher des soldats en deux pour se sauver. C'est écœurant. On continue à courir, on continue à courir. On monte les marches, on monte les marches. Et, bien entendu, toute bonne introduction mérite un final fight pour mettre en pratique tout ce que tu viens de... Wow! Je me suis pas attendu à cette première grosse attaque-là. Oh non! By the way, je sais pas si c'est parce que la version PC de ce jeu-là, parce que c'est la première fois que je le joue sur PC. Avec la version officielle, mais le jeu il est vraiment plus, en tout cas il est plus beau que ce que je me rappelle qui était sur PlayStation 3 définitivement. Là. Les textures sont pas tout à fait les mêmes. Et le combat se termine avec la démonstration d'une mécanique, de la dernière dans le fond mécanique importante là, du jeu pour ce qui est des combats, qui est comme le... On tear down, on fait une... on crée une fissure dans la tapisserie du temps à chaque fois qu'on exécute cette attaque-là. Alright. C'était en quelque sorte le World 1 de Reckoning. On va continuer un petit peu l'aventure. Le reveal à la fin de ça est incroyable. On vient de sortir de la grotte, on a eu le petit loading. Le laboratoire de Huge est derrière nous, les portes sont effondrées et boum, on arrive dans un monde qui est ouvert. On vient de sortir d'un monde qui est linéaire, on vient de sortir d'un couloir et soudainement on arrive dans un environnement où est-ce qu'on peut aller partout. Soudainement tu arrives dans une belle forêt, tu es accueilli par un arbre rouge, les feuilles partout, des grands arbres à l'infini et des paysans qui vaguent à leur occupation, qui aident les soldats à sortir de la montagne. Donc, boum, on passe d'un couloir à un beau open world qui demande simplement à être exploré. Donc, on va continuer jusqu'à l'arrivée au premier village que je considère comme étant vraiment le lancement de l'aventure et l'introduction à la mécanique là, des side quests et de comment la carte fonctionne et comment se retrouver dans ce monde-là. Donc on vient d'avoir un level up. Les level up dans ce jeu-là se fait en 2 ou 3 sections. Dans le fond, on choisit nos skills en quelque sorte. Ça, dans le fond, c'est des perks qui vont nous aider à travers le jeu. Personnellement, c'est très drôle. Ça fait à peu près, comme je l'ai dit, une dizaine de fois que je passe à travers le jeu. J'ai jamais personnellement joué avec les mécaniques de crafting du jeu. Pour moi, le simple looting, le fait de progresser à travers l'histoire et de faire des side quests m'a tout le temps donné l'équipement que j'avais nécessaire à finir le jeu. Mais j'ai certains de mes amis qui trippent avec ça et trouvent que le blacksmith, l'alchimie puis le sagecraft, c'est la seule manière de vraiment amener ton équipement au meilleur de sa capacité. Et après ça, on rentre dans les skills. C'est là que vous allez choisir vraiment, comme je vous le disais, les branches que vous voulez
améliorer. Donc, on a le Might qui va vous donner accès, qui va vous aider pour tout ce qui est attrait au combat, au corps à corps. Donc, ça va optimiser votre shield, ça va optimiser vos armes. Et à travers ça, vous allez avoir des habiletés spéciales qui vont se développer. On a la même chose pour finesse. Donc, finesse, c'est tout ce qui a rapport avec le stealth, les dagues principalement, et le combat à l'arc. Donc, vraiment, le jeu vous invite à expérimenter avec ces différentes branches-là. You've come from the tower, haven't you? Name's Agarth. Maybe you can help an old Fate Weaver, eh? Fate Weavers look at the great tapestry of fate. The threads will tell us how a life will unfold. But knowing the future and being able to change it are two very different things. Did he? Poor old Fomerus Hughes. He respected the way the world works. What a shame. He's probably dead by now. The cards told me that the Well of Souls would work, but Hughes's success would come on the day of his death. He took it pretty well, honestly, although we did a lot of drinking after that. I suppose I could spare a little help in memory of Hughes, or in celebration of his success. Whichever. You're the one. Then that means it all makes sense now. The cards this morning. I drew the Gravedigger, the Running Man, and the Beast. Prepare yourself. They're coming. Alright, fait que là on est dans le Fate mode où est-ce que on attaque, dans le fond tout le monde est au ralenti, nous on continue d'attaquer et à la fin d'une attaque vous allez voir les ennemis sont comme en statique pour vous permettre d'aller justement leur faire la dernière attaque et si vous réussissez à remplir le prompt ou le bouton que le jeu vous dit de peser, si vous le remplissez à 100%, vous avez un plus 100% d'expérience gagnée. Fait que c'est facile en début de jeu d'optimiser ce pouvoir-là pour gagner un petit peu plus d'XP et accélérer dans le jeu. Fate is the will of the gods. No mortal should be able to change it. How is that even possible? Come here. I'm going to do a reading. You might be able to change the threads, but fate will still have a plan for you. I promise not to tell you if I see your death. That would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan. Unlike most gnomes. You're nervous. Relax. This is what Fate Weavers do. I'll be seeing your place in the pattern of destiny. Who you are, what you've done, where your path takes you. Or, at least, I should be. You're real, right? I swear I haven't had that much... Fate's weave is always hard to see. It's in motion, hard to make out, but undeniably there. Yours is just... missing. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too, dead or not. If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. Donc, ça, c'est ce qui amène au dernier point, en quelque sorte, par rapport à la progression de ton personnage. Donc, lorsque tu mets comme
vous voyez là dans le haut de la description de Fighter, dans le fond, si vous mettez 11 points de might, vous allez débloquer, dans le fond, la destinée d'être un combattant. Et plus vous allez dans le might, ça va vous amener jusqu'à Warlord. Et vous avez la même chose pour les 3 branches. Ensuite, vous avez les mix. Donc, finesse, sorcery, might, sorcery, might, finesse. Et à la fin, si vous combinez les 3 d'une certaine façon, vous pouvez débloquer le Universalist. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment à travers ça que vous développez comment votre personnage va évoluer pour aller chercher, j'imagine, pas j'imagine, mais pour aller chercher le plus d'avantages, de perks possibles là, qui sont dans la liste que vous voyez dans la description. Donc, moi, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait un Shadowcaster. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage-là. J'ai monté quelques Archmages et une fois, je me suis concentré assez longtemps pour monter un universaliste. Il est très puissant quand tu arrives à la fin du jeu, mais il est un petit peu plus difficile, personnellement, j'ai trouvé, à partir au début. Parce que tu mets des points un petit peu partout, donc tu n'as pas de spécialisation, donc tes armes et tes skills et ta magie, ça prend comme un petit peu plus longtemps avant qu'ils commencent à vraiment faire beaucoup de dommages. Mais en fin de game, t'es extrêmement puissant. Donc, pour l'instant, j'ai accès à Acolyte, Rogue, Brawler and Faithless One, qui sont les cartes d'introduction pour ce personnage-là. Je vais prendre Acolyte pour commencer. What does this mean? It could mean nothing, or it could mean everything. The world is changing. You might be a sign of that, or maybe the cause. I've never had a reason to doubt my own readings, but we should consult with Arden. He's not a friend, but he's got a good eye for the tapestry. I'll meet you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. That's just it. He lives in a little hut to the east in Yulven. I'll meet you there. Donc, lorsqu'on arrive au village, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le village va nous montrer 2 choses. Premièrement, comme on vient de le voir, Hugh et Agard, dans le fond, sont l'introduction à la quête principale, à l'histoire principale. Lorsqu'on arrive au village, le village va nous montrer 2 choses. La première, comme vous pouvez le voir, ici, il va nous montrer que la carte est beaucoup plus grande et que les régions sont ouvertes à l'exploration, contrairement à ce qu'on a vu dans l'introduction. Donc, c'est vraiment le village qui va être notre première introduction à l'open world de Kingdom of Amalur. Aussi, c'est le village qui va nous introduire aux histoires des régions. Comme vous pouvez le voir sur la carte, dans le fond, on passe, lorsqu'on se promène dans le jeu, on passe d'une petite zone. Donc, en ce moment, on est à Alistair Glade, qui est ici. On arrive au village, après ça, on rentre dans la région de Odarat, et on peut se promener comme ça à travers le monde. À vrai dire, le monde est ouvert au complet. Et c'est vraiment une fois au village qu'on va voir que dans le fond, chaque petite région a comme une histoire contenue à l'intérieur de cette petite région-là. Et ça, c'est très World of Warcraft. Dans le fond, World of Warcraft, tu commences à Elwyn Forest si tu es un humain, puis tu vas avoir à résoudre comme les problèmes ou les situations de Elwyn Forest avant de passer à Westfall ou à Red Ridge, et d'aller faire les histoires qui sont contenues à l'intérieur de Westfall et de Red Ridge, qui t'aident à faire progresser ta propre histoire. Donc, Kingdom of Amalur va jouer un petit peu sur cette mécanique-là d'avoir des quests et des side quests limités
à pas limité, mais contenu à l'intérieur de chacune des petites zones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire la même chose avec le niveau de progression des ennemis. Autrement dit, si vous le jeu fait en sorte que les zones vont scale à ton niveau en quelque sorte. Autrement dit, à chaque fois que vous passez d'une zone à l'autre, le niveau auquel votre personnage est en ce moment va être le niveau minimum où est-ce que les créatures vont aller et ça va en même temps délimiter c'est quoi le niveau maximum que les créatures peuvent aller et ainsi de suite selon votre progression à vous. Et ça fait ça à travers tout le jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est que même en début de jeu, si vous décidez par exemple que vous voulez pas faire les quests dans l'histoire de Odarad parce que vous trouvez pas nécessairement que l'histoire est intéressante, mais vous aimez bien l'histoire de Webwood ici, ben vous pouvez tout simplement passer à travers Odarad, aller à Webwood, level 2, 3 ou whatever, le level que vous êtes, et aller faire les aventures de Deadwood et les ennemis vont être à votre niveau. Ça, c'est ce qui est de l'open world. Lorsque vous rentrez dans les donjons ont leur niveau de difficulté, je crois, déjà prédéterminé à travers une certaine balance. Donc, par exemple, si vous descendez à Red March, au niveau 2, on va dire, l'overworld va scaler à votre niveau, mais si vous rentrez dans un donjon, ça se peut que le donjon soit un level 30 à 40. Vous allez vous faire wreck dans le donjon. Donc, l'open world permet une exploration ouverte, peu importe le niveau que vous êtes, mais les donjons vont être limités à certains niveaux de difficulté. Ce qui est le fun, c'est que les expansions scale de la même façon. Donc, vous pouvez, dans le fond, Teeth of Narrows, je crois qu'elle ouvre. La quest devient disponible. Je pense que les deux quests de DLC deviennent disponibles au niveau 10. Puis vous pouvez les faire au niveau 10 comme vous pouvez les faire au niveau 30, 40, 60 si ça vous tente. Alright la gang, fait que vous l'avez, c'était le World 1 de Kingdom of Amalur Reckoning. Encore une fois, je peux pas recommander ce jeu-là plus. Je l'adore. C'est un jeu qui a un charme. Ça te raconte une histoire qui est dark, qui est vraiment une belle fantaisie. Et il te le raconte à travers des super beaux dialogues, des beaux graphiques, un bel univers en général, des combats qui sont dynamiques. Oui, ça a ses lacunes et le jeu est un petit peu perdu dans l'époque où est-ce qu'il est sorti puis où est-ce qu'il a été fait. Et il est comme, on l'a dit, dans le milieu entre l'ombre et la lumière où est-ce qu'il y a eu des très très bonnes critiques, il y a un bon fanbase, mais de l'autre bord, a eu un sombre passé et malheureusement qui a amené à la faillite de la compagnie simplement parce que pour différentes raisons le jeu a juste pas été un succès commercial. Il a été un succès critique, il a amassé un beau fanbase mais a pas été un succès commercial et c'est un shame parce que ce jeu-là a tous les éléments pour être un grand succès et malheureusement il s'est pas rendu au bout de la ligne, mais si vous êtes intéressé à aller le jouer, le jeu est achetable je crois directement sur le magasin d'Origin ou sinon si vous prenez Origin All Access, le jeu vient avec l'abonnement, donc amusez-vous avec ça. Kingdom of Amalur sur PC, contrôlable avec la manette, clavier, souris. Moi, comme je l'ai dit, c'est un de mes jeux préférés. Il est un des jeux que j'aime le plus rejouer et rejouer et rejouer, que ce soit pour
simplement partir un nouveau personnage, commencer, faire des quests de début de jeu ou pour continuer une quête éternelle qui a dépassé les centaines d'heures. J'ai toujours du plaisir à revenir jouer Kingdom of Amalur. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous aimez ce qu'on fait, bien entendu, allez encourager Simple Tale Studios sur YouTube et suivez nos nouvelles sur Facebook et Twitter. Vous pouvez écouter aussi le nouvel épisode de Off-World en audio sur SoundCloud. On parle de Horizon Zero Dawn 2 et Disney+. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit dans le prochain épisode.